Salut à tous, ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti de vidéo sur la chaîne, hein, ça fait plusieurs mois maintenant. En plus là, ça va être une vidéo assez exceptionnelle pour nous, parce que d'habitude les vidéos, on les prépare en avance, on les écrit, on les travaille beaucoup. Là, ça s'est un petit peu fait sur le feu, on s'est contacté il y a que quelques jours, on vient de se voir et tout. Et déjà, la première question qui peut se poser, c'est... qu'est-ce que c'est que ce nouveau décor? Pourquoi est-ce qu'ici, on a un casque à pointe, des affiches bizarres? Pourquoi on est là en fait? Je vous avais dit dans la dernière vidéo d'annonce que je m'axais maintenant plutôt sur d'autres grilles de lecture que la psychanalyse, parce qu'une clé n'ouvre pas toutes les portes, et ce que je voulais vous transmettre maintenant, c'est d'autres grilles de lecture plus philosophiques, par exemple. Je travaille en ce moment sur une série qui sera sur le totalitarisme selon Hannah Arendt. Justement, on voyait ça comme une vidéo de transition, une sorte de teaser qui annonce cette nouvelle série qui va venir. Ouais, la nouvelle série de Hendrik va venir bientôt, donc ça déjà c'est cool. Quand il m'a contacté il y a 2-3 jours pour me dire bah j'ai envie de faire un petit teaser sur Game of Thrones en parlant de Daenerys, bah moi je me suis dit ah bah c'est trop bien, j'ai des trucs à dire moi aussi. Hein, c'est vrai que sur YouTube on a quand même pas mal qui ont commencé déjà à faire des vidéos d'analyse pour essayer d'expliquer des trucs. On a même Cyrus North qui a dit on a besoin d'un psy pour parler de Game of Thrones. Donc bah allez, on fonce et puis comme ça au moins ça va permettre de vous donner envie de regarder après les vidéos d'Hendrik qui sortiront bientôt. Voilà. Générique. Shame! 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 Cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui ont vu la fin de la série Game of Thrones. On va spoiler comme des gorées. Parce qu'en fait, la fin de la série, elle nous a tous beaucoup posé question. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur l'avant-dernier épisode. Pourquoi est-ce que Daenerys crame la capitale une fois qu'elle l'a prise, une fois qu'il n'y a plus d'opposition? Pourquoi cette happy end bien surprenante? C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de critiques sur internet, hein, alors qui peuvent des fois aller jusqu'aux extrêmes, hein, une histoire de pétition et tout ça, que je trouve assez ridicule, mais beaucoup de gens se sont plaints en fait en disant que ils considéraient que ce revirement de situation, que le fait qu'elle vrille d'un coup comme ça soit pas compréhensible, pas justifié, pas intelligent scénaristiquement parlant ou des trucs comme ça. Et en fait, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, au contraire je trouve que même d'un point de vue psy, c'est assez compréhensible ce qui se passe, et d'ailleurs c'était même assez attendu. Moi j'étais très content de le voir arriver, parce que en tout cas ça m'aurait déçu que ça se passe pas comme ça. Alors Olivier, est-ce que la psychanalyse peut nous être utile pour comprendre ce qui s'est passé dans le ciboulot de la Reine des Dragons quand elle a pris cette bienheureuse décision? Bah, en tout cas, la psychanalyse, elle peut quand même permettre d'émettre certaines hypothèses intéressantes et qu'il faudrait éviter de laisser de côté. Déjà, le premier truc à penser quand on travaille sur Daenerys Targaryen, et notamment sur le fait qu'elle est vrillée dans le dernier épisode, c'est de revenir en fait dans son passé, au tout début. Pourquoi est-ce que c'est important de revenir là-dessus? Parce qu'il faut savoir quand même que Daenerys, c'est la fille du roi fou. C'est donc de celui qui, à la base, était roi et ensuite qui, à cause d'une rébellion, a chuté et tout ça. Mais déjà, Daenerys, elle n'a pas connu ses parents. Pourquoi? Parce que son père est mort quelques jours avant sa naissance, et sa mère est morte à l'accouchement. Donc la Khaleesi n'a pas connu ses parents, est-ce qu'il y a eu des problèmes de transmission? En fait, finalement, ce qu'il faut quand même penser, c'est qu'elle n'a pas connu ses parents, mais en tout cas, ses parents, ils existent quand même pour elle, et notamment son père. Ça veut dire qu'elle reconnaît quand même qu'elle est la fille du roi fou, elle le dit en plus, hein. Alors elle dit qu'elle n'est pas aussi folle que son père et tout ça, elle essaie de se détacher de cette figure de père tout-puissant, mais en tout cas, elle est capable quand même de nommer ce père, donc il est bien là quelque part en elle. Je vous demande de ne pas juger la fille à l'aune des péchés du père. D'ailleurs, ce qui est vachement intéressant aussi pour reprendre un peu l'image qu'elle avait de ce père tout-puissant, même si ça restait un roi déchu, on va dire, c'est dans le dernier épisode de la saison 8, où elle est devant le trône, enfin, et que Jon Snow arrive et qu'elle lui dit un truc magnifique. Elle lui dit « Quand j'étais petite, j'imaginais que ce trône fait avec les épées des personnes victimes de mon père était tellement imposant, tellement grand, qu'il fallait l'escalader pour pouvoir atteindre le haut et pour pouvoir s'asseoir dessus. » Donc en fait, elle-même explique que petite fille, il était impossible pour elle de pouvoir espérer ce trône qui était justement inatteignable, mais en tout cas que son père, grand, fort et tout-puissant, phallique, voilà exactement, avait justement, avec tous ces restes de ses victimes, pu faire cet objet tout-puissant, ce trône majestueux qu'elle avait enfin réussi à atteindre. Donc le père, il est là, et en plus, il est bel et bien tout-puissant, il n'est pas du tout déchu pour elle. Bon, maintenant pour son père, du coup, c'est vu.
Après, il faut retourner un petit peu dans la vie qu'elle a eue, en tout cas qu'on a connue via la série. Donc au début quand même, Daenerys, elle était pas vraiment ce Targaryen si imposant. D'ailleurs, elle vivait un petit peu dans l'ombre de son frère d'ailleurs qui était quand même un bon gros connard, faut l'avouer, et elle a été vendue comme objet à Drogo. Au début, elle était hésitante, c'était quand même du viol, elle n'était pas capable de lui faire l'amour, de pouvoir se faire respecter en tant que chef et tout ça. Et petit à petit, ça a commencé à venir. On a vu émerger en elle quelque chose d'une future reine, quelque chose d'une Targaryen. Et en plus, la place a pu commencer petit à petit à lui être proposée à partir du moment où on a tué son frère avec cette couronne d'or. Et donc là, elle était la femme du Khal, et en plus, elle était une meneuse d'hommes. Et ce qui devient intéressant à partir du moment où elle commence à devenir meneuse d'hommes, c'est que qu'est-ce qui change aussi en elle ? Elle tombe enceinte. Elle a un enfant, en fait, en elle. Et donc, elle va commencer aussi à prendre un statut de mère à ce moment-là. Enfin, en tout cas, de future mère. Elle a le fils de Drogo en elle. Et ça, c'est vachement important parce que la mère, ça va être un point d'identification énorme dans toute sa vie et dans toute la série de Game of Thrones. Parce que même si, en effet, elle va perdre cet enfant, mais après, les enfants, elle va en avoir plein. Parce qu'elle va avoir les dragons qui vont sortir de leur œuf, et donc d'ailleurs qui vont arriver juste après qu'elle perde son enfant qu'elle avait dans le ventre. Mais ensuite il y a tous les peuples qu'elle va sauver. Elle va être la sauveuse des peuples, elle va être la mère de tous, et d'ailleurs la bonne mère qui les libère de leur chaîne et qui les guide vers une liberté. Donc la mère, c'est quelque chose d'essentiel pour Khaleesi et elle s'identifie en fait à ça. Donc elle a des identifications avec son père, avec sa mère, c'est plutôt pas mal. Puis elle accède, comme tu dis, progressivement au rôle de sujet, alors qu'au début c'était juste un objet, une jument qu'on vend. C'est plutôt positif comme développement personnel. Alors c'est plutôt positif. Après, il faut aussi se rendre compte quand même d'une chose, c'est que c'est pas non plus la petite fille toute gentille. Elle a quand même fait des trucs assez hardcore, elle a quand même tué des centaines de personnes, elle a fait des guerres, elle a crucifié des gens et tout ça, mais pour nous, spectateurs, ça paraissait juste. Pourquoi juste ? Parce que les gens qu'elle a tués, c'était quand même des connards. C'était des esclavagistes, c'était des gens qu'on était contents de voir mourir, en fait, finalement, de voir brûler ou autre. Et en plus de ça, parce qu'à chaque fois, elle ne les tuait pas pour rien, elle tuait pour sauver d'autres peuples, pour sauver des esclaves ou autres, qui allaient se rallier à sa cause, et qui la remerciait, qui la suivait par amour, qui faisait vraiment d'elle cette bonne mère qu'elle voulait être. Par contre, là où ça va un peu changer, là où ça va vriller, c'est quand elle va arriver à Westeros. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est le mal du pays, la timidité, le trac ? Déjà, aller à Westeros, pour elle, c'est pas n'importe quoi en fait, parce que c'est retourner là où justement son père a chuté, là où son père s'est fait trahir, et là où toutes les familles finalement donc des 7 royaumes peuvent être considérées un petit peu comme des traîtres, parce que justement toutes les familles ont mis en place un nouveau roi, Robert Baratheon, alors que justement le trône devait être aux Targaryens. Donc déjà, elle arrive quand même dans un milieu qui est assez hostile, et pas seulement hostile envers elle, mais envers toute sa famille. Torrhen Stark avait juré fidélité à la maison Targaryen à perpétuité. Je me trompe, sœur Davos ? Il y a aussi les peuples de Westeros, donc les différents peuples de tous les royaumes en fait, parce que elle le dit elle-même, elle se sent pas aimée, elle se sent pas soutenue. Déjà, on peut dire même symboliquement qu'elle se sent pas vraiment soutenue par le royaume lui-même parce que il fait froid, elle est pas habituée à ça, elle le dit en plus, ces dragons ils supportent pas le froid, donc déjà c'est un milieu qui est quand même assez hostile pour elle, et hostile c'est un mot assez fort parce que justement, tout lui semble hostile. Elle se sent pas comme cette mère des peuples, cette libératrice ou autre, elle se sent un peu exclue, comme quelqu'un à côté qui débarque en fait, sans rien dire. T'as aussi le fait que, certes, elle va être soutenue par Jon Snow et tout ça, mais par contre, alors par les gens du Nord, et notamment par Sansa Stark, là, elle se sent totalement rejetée, et donc en plus, il y a quelque chose qui fait que tout le monde ne veut pas plier le genou face à elle. Et donc ça aussi, c'est compliqué pour elle. Et en fait, ce gros manque de soutien, ça va devenir quelque chose de très compliqué pour elle, parce qu'elle était habituée à être identifiée à cette sauveuse que tous les peuples adorent, alors que là, justement, elle est un peu celle qui débarque et en qui on n'a pas tellement confiance. Mais tout le monde n'est pas hostile quand même, et puis le Nord, il y a quand même des belles images, il y a quand même de l'amour, une forme de chaleur. C'est vrai qu'il y a de l'amour qui arrive
pour la caler ici. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que, en fait, quand on regarde un petit peu, bien sûr qu'elle était aimée avant, et pas seulement en tant que reine, mais aussi en tant que femme. Sauf qu'elle n'a jamais aimé en retour. D'ailleurs, petite pensée pour Ser Jorah, quand même, qui a été friendzoné toute sa vie, malgré tout ce qu'il a fait. C'était un peu dur pour lui. En tout cas, voilà, elle avait jamais rencontré l'amour. Jusqu'à Jon Snow. Et ça, c'est quelque chose de super fort en fait, parce que qu'est-ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là? Et bien justement, là où elle était uniquement mère, donc mère aimée de son peuple, qui aimait ses enfants, qui aimait son peuple, certes qui était désirée peut-être, mais elle qui désirait pas en retour, et ben elle se met à découvrir qu'est-ce que c'est que le désir, que l'amour. Et comme on l'avait dit dans la vidéo qu'on avait faite sur la mère, la femme et tout ça, et ben petit à petit, elle va commencer à se décaler de ce statut de mère qui a le phallus, à ce statut de femme qui est le phallus. Donc elle est désirée en retour, c'est plutôt pas mal pour trouver du lien avec tous ces connards de traîtres qui la cernent de toutes parts. C'est plutôt pas mal, mais le problème c'est que tu dis qu'elle est désirée en retour alors que pas vraiment. Au début en tout cas, elle se sent désirée par Jon Snow. Mais très vite, tout ça, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer, surtout au moment où en fait Jon Snow va lui faire comprendre une chose, c'est que, je peux pas t'aimer comme une femme puisque t'es ma tante. Et oui, le complexe d'Oedipe, les amis. Et donc le problème, c'est qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va remarquer que Jon Snow, il se détache d'elle, il commence à s'éloigner. Et donc, là où elle avait quand même quitté sa place de mère, toute puissante, peut-être toute bonne aussi, d'accord, pour devenir femme et se prêter à ce jeu dangereux, qui est le jeu de l'amour et de la séduction, tout ça, très vite, ça s'écroule. Et surtout, en plus, par l'arrivée d'un tiers qui va dire clairement « mais cet amour est interdit, et cet amour est impossible ». Alors elle se raccroche comme elle peut, dans le sens où, du coup, le premier truc qui lui vient en tête quand Jon Snow lui dit ça, c'est « et le trône, alors ?» Et parce que là, justement, tout va se jouer sur une question, justement, phallique, parce que l'amour en lui-même, il commence à disparaître. Donc du coup, la vocation que se donne Daenerys Targaryen, c'est de réparer la chute de sa famille, de redonner toute son heure de gloire à son nom, les Targaryens, et pour cela, elle veut pas faire la même erreur que son père et chuter de la même manière que lui. Elle veut pas régner par la terreur, elle veut essayer de régner par l'amour. Elle veut régner par l'amour, mais elle le dit elle-même à Jon Snow à un moment. Je vois que le peuple ne me soutient pas, que l'amour c'est pas possible, et donc ça sera la peur. C'est soit l'un soit l'autre. C'est soit l'un soit l'autre. Ne suis-je que cela pour toi? Ta reine. Donc en fait ça veut dire, vu que mon côté maternel, la bonne mère qui aime, ça marche pas ici, on va passer au côté paternel, le méchant père qui fait peur. C'est là que ça devient intéressant. Parce que sur 3 identifications possibles, il n'y en a qu'une seule qui va fonctionner. D'abord la femme, on essaie de s'identifier à la femme, celle qui désire et qui veut être désirée, mais le problème c'est que Jon Snow il se barre très vite. Et donc déjà là, ça craque on va dire. L'identification à la bonne mère, ça craque aussi, parce qu'elle le dit elle-même, le peuple ne la soutient pas, ne l'aime pas exactement comme on pouvait l'aimer avant. Ça veut dire comme elle était cette sauveuse, cette brise de jeu. À Westeros ça marche pas. Et du coup, la 3e identification, celle au père, ça semble être un petit peu la seule sur laquelle elle va pouvoir se raccrocher. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans la 3e saison et qui va être à relier à ce qui s'est passé en fait chez son père. Son père, faut le rappeler, c'était ce roi tout-puissant qui s'est fait trahir par tout le monde avec la rébellion de Robert Baratheon. Et elle, en fait, elle va subir de multiples trahisons à la suite. Ça veut dire que t'as la trahison, selon elle, de Tyrion. Alors, la première qu'elle accepte au moment du jugement de Jaime, où elle voit que Brienne, Sansa et tout ça sont un peu contre elle. Et donc déjà, ça, quand t'es quand même la future reine, la toute puissante et tout ça, tu peux vivre comme une trahison. Et d'ailleurs, c'est difficile. On voit même que Jorah doit aller venir soutenir Tyrion après coup pour expliquer et tout ça, pour essayer de le défendre. Ensuite, t'as la trahison de Jon Snow. Elle le dit elle-même au début de l'épisode 5, et en pleurant en plus, le fait que Jon Snow ait parlé à ses sœurs de sa descendance, d'où il vient et tout ça, c'était aussi vécu comme une trahison pour elle. Qu'avais-je dit qu'il se passerait si tu le disais à ta sœur? Et sans compter la trahison de Varys, qui pour moi était quand même un des meilleurs personnages de la série, qui en plus a trahi pour le bien, faut l'avouer, pour le bien de tous. Le bien de tous. Mais
Et ben malheureusement, qui s'est fait choper, d'ailleurs par Tyrion, qui l'a bien regretté après coup. Alors après, je pense pas que Khaleesi était au courant qu'il essayait de l'empoisonner. Mais en tout cas, elle a quand même su qu'il était le traître. Et d'ailleurs, elle a agi d'une manière assez trash avec lui, hein, elle l'a carrément brûlé. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, eh ben, on peut se rappeler de pas mal de choses avec toutes ces histoires-là. C'est que toutes ces trahisons-là, ça rappelle un peu cette position de son père, qui justement avait été trahi aussi. Et à ce moment-là, on se rappelle que oui, elle aussi, elle peut se comporter comme une barbare. Elle peut tuer, elle peut brûler, elle peut assassiner. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une répétition au niveau transgénérationnel pour Daenerys Targaryen. Transgénérationnel, peut-être pas, plutôt vraiment au niveau de la figure du père en elle-même. On n'est pas sur plusieurs générations là, on est vraiment sur cette figure-là du roi fou. C'est pas faute pour elle d'avoir essayé de s'identifier à d'autres figures de gouvernants moins pathologiques, mais ça n'a pas marché, et faute de mieux, elle se rabat sur la première identification qu'elle avait, qui est sur son père, et dont on avait déjà entendu certains échos dans sa bouche bien avant d'ailleurs. Hein. Nous allons reprendre tout ce qui m'a été volé et anéantir ceux qui m'ont fait du mal. Nous allons ravager des armées et brûler des villes de fond en comble. Ah, vous êtes une vraie Targaryen. Tout s'écroule, mais il y avait quand même certaines personnes qui l'aimaient, quoi. Son armée, elle la suit, c'est aussi parfois, c'est par amour. Oui, il y avait des personnes qui l'aimaient, il y avait des personnes qui étaient importantes pour elle et qui pouvaient lui permettre d'éviter de sombrer là-dedans. Surtout, Jorah, Missandei et tout ça. Donc on va dire ses amis, ceux qu'elle aimait aussi. Alors pas en amour, mais en tout cas qu'elle aimait comme des frères, comme des sœurs et autres. Le seul problème, c'est que, ils vont mourir. Un, dans la bataille contre le roi de la nuit, une qui va se faire décapiter par Cersei, son ennemi de toujours, et plus après les autres, donc les Tyrion, les Varys, tout ça, qu'elle va considérer comme des traîtres. Tout s'écroule autour d'elle. Et c'est là où on arrive au moment le plus intéressant. Le plus intéressant parce que, au moment où elle arrive avec son dragon sur Port-Réal, quelque chose va se passer, les cloches vont sonner. Et ça c'est génial, parce que quand les cloches sonnent, ça veut dire qu'elle a gagné. Ça veut dire qu'elle est la reine, qu'elle a récupéré Port-Réal. Et ça en fait, Tyrion lui avait dit. Tyrion, justement, qu'elle considère maintenant comme un traître en plus. Hein. Et en fait, le problème, c'est qu'au moment où elle atteint cette position-là de chef, de reine, de celle qui a gagné, il faut bien se raccrocher à quelque chose, à un point d'identification, à un point d'ancrage. Et vu qu'il reste plus que le père, que le roi fou, il va falloir qu'elle fasse comme le père, elle va tout brûler sur son passage. Elle n'est plus la petite mère des peuples, elle n'est plus celle qui est aimée de tous, elle n'est plus celle qui est la sauveuse. Là, elle est la reine folle, celle qui va du coup tout faire brûler. Et ça se voit dans cette magnifique scène du dernier épisode, où quand elle marche, le dragon déploie ses ailes derrière elle. Elle est maintenant cette femme-là. Et ça, c'est quelque chose de très fort qui lui arrive en fait à ce niveau-là. On peut retrouver ça aussi chez certains cadres qui vont se mettre à faire un burn-out au moment où ils arrivent en position très forte, très haute, de manager et tout ça, et d'un coup ça craque, tout s'effondre en fait, parce que ils obtiennent cette position paternelle à laquelle ils s'attendent pas. Mais par contre, et c'est là où il faut bien faire attention, d'ailleurs burn-out c'est rigolo, hein, parce que burn-out c'est quand même un Burn them all. Mais là où il faut faire attention, c'est que certains vont parler pour Daenerys d'une décompensation psychotique, d'une paranoïa ou autre. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Déjà parce que si elle avait vraiment été paranoïaque, donc dans cette structure psychotique-là qu'est la paranoïa, elle aurait jamais laissé Jon Snow, ce traître, se rapprocher d'elle comme ça, alors qu'elle est seule dans une pièce devant le trône. Et non, pas touche. Pas touche pour les paranoïaques. Et en plus, c'est pas parce qu'on commet ce genre d'acte, qu'on va appeler un passage à l'acte, qu'on est forcément dans une psychose. Le passage à l'acte n'est pas le propre de la psychose, c'est pas forcément une décompensation. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer, on est beaucoup plus sur une personnalité qui a justement des difficultés au niveau de l'identification aux figures paternelles, maternelles et tout ça, et qui, au moment où arrive cette position de pouvoir, il ne lui reste plus qu'une seule solution, de devenir comme son père. Pour moi, on n'est pas du tout dans de la décompensation psychotique en fait, on est plutôt dans le « je n'ai plus que ça », et voilà, ça craque. Si tout ce qu'Olivier vous dit vous semble un petit peu rapide ou compliqué, dites-vous simplement que les identifications, c'est un petit peu comme le jeu de cette famille.
Il y a différentes cartes, on essaye de toutes les avoir parce que c'est mieux d'avoir plusieurs cartes dans son jeu. Et Daenerys, les cartes qu'elle a essayé d'avoir vont tomber une à une, ça ne marche pas. Du coup, quand elle arrive à cette place de conquérant, la seule carte valable, c'est celle qu'elle avait dans sa poche depuis le début. C'est celle de son père, le roi fou. Donc voilà comment est-ce que, avec en tout cas une grille psychanalytique, on peut percevoir cette scène-là, cette scène de l'épisode 5 où Daenerys vrille et flambe tout. Par contre, moi ce qui m'intéresse du coup, c'est de me dire, tu m'as quand même proposé de venir parce que tu voulais faire un teaser sur maintenant ta nouvelle série, ce que tu vas proposer bientôt. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'on peut en dire d'un point de vue psychanalytique, qu'est-ce qu'on peut en dire d'un point de vue philosophique ? Eh bien, mes amis, Olivier nous avait dit 5 minutes pour son interprétation, et nous en sommes rendus à 20. Bon, je vais pas lui jeter la pierre, j'ai fait exactement la même chose pour la seconde partie. J'ai préféré m'arrêter là pour que vous ayez la vidéo plus tôt, et la semaine prochaine, j'essaierai de vous expliquer le même événement, l'incendie de Port-Réal par Daenerys, en essayant d'expliquer les choses sous l'angle de la raison d'État, d'un État très particulier.